Salam alaikum, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle question de traumatologie de l'appareil locomoteur. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux fractures de l'humérus proximal, encore appelées fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus. Alors, le plan des cours de traumatologie est presque toujours le même. Il comprend une définition de la pathologie, quelques notions d'épidémiologie et d'étiologie. Un rappel anatomique s'impose. Le mécanisme à l'origine des lésions est très important à préciser dans les cours de traumatologie. Le diagnostic positif, il va reposer sur l'examen clinique et le bilan radiologique. Ensuite, on parlera du traitement avec les différentes méthodes thérapeutiques et les indications. Et on terminera par un petit mot sur l'évolution et les complications liées à ce type de fracture. Alors, la définition va tenir compte du siège anatomique de la fracture. Là, on parle de l'humérus proximal ou de l'extrémité supérieure de l'humérus, donc on va la définir de façon sur le plan anatomique. C'est la partie qui est comprise entre l'interligne articulaire de l'épaule ou l'interligne gléno-humérale et en bas la partie inférieure, le bord inférieur de l'insertion du muscle grand pectoral qui s'insère au niveau de l'humérus. Donc, toute cette partie représente l'extrémité supérieure de l'humérus ou l'humérus proximal. Donc, les fractures de l'humérus proximal, ce sont toutes les fractures, donc toutes les solutions de continuité osseuse qui vont siéger entre l'interligne articulaire gléno-humérale en haut et en bas au niveau du bord inférieur de l'insertion du muscle grand pectoral sur l'humérus. En dessous de cette limite, on parlera de fracture de la diaphyse humérale et ensuite on a la partie inférieure, c'est l'extrémité inférieure de l'humérus. Alors ce sont des fractures qui surviennent surtout chez le sujet âgé. Dans 70% des cas, ces fractures surviennent chez des sujets de plus de 60 ans. Ces fractures sont plus fréquentes chez la femme en raison de l'ostéoporose post-ménopausique. Alors chez le sujet âgé, c'est essentiellement des accidents domestiques, c'est des chutes à domicile. On peut également retrouver des accidents de la voie publique, des accidents de travail également chez les sujets plus jeunes, des accidents sportifs ou tout autre traumatisme à l'origine d'un traumatisme de l'épaule. Alors chez le sujet jeune, souvent un traumatisme violent est souvent nécessaire pour aboutir à une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus, tandis que chez le sujet âgé, souvent c'est un traumatisme minime, une chute de sa hauteur, suffit généralement pour avoir ce type de fracture. Alors, un petit mot d'anatomie. Donc, l'extrémité supérieure de l'humérus, on peut la diviser en deux parties. Une partie articulaire et une partie extra-articulaire. Donc, la partie articulaire qui est en contact avec la cavité glénoïde de l'omoplate, elle comprend la tête humérale et le col anatomique. Donc, la tête humérale, elle a la forme du tiers d'une sphère. Elle est recouverte de cartilage qui fait office de surface articulaire. Et elle est orientée au haut, en arrière et en devant. Il faut savoir que l'axe de la tête humérale fait avec l'axe de la diaphyse humérale un angle de 130 plus ou moins 5 degrés. Le col anatomique, quant à lui, il fait suite directement à la tête humérale. C'est ce qu'on voit ici avec le numéro 2. Le col anatomique il a une composante articulaire, donc il est en contact avec l'articulation gléno-humérale et représente le lieu d'insertion capsulo-ligamentaire. Et également, il a une importance par rapport à la vascularisation. On verra ça tout à l'heure. La vascularisation de la tête humérale passe au niveau du col anatomique. Et donc, c'est une notion très importante à considérer par rapport aux fractures du col anatomique. Alors, la partie extra-articulaire qui fait logiquement suite à la partie articulaire, elle est composée par les deux tubérosités ou tubercules qu'on voit ici. On a le tubercule majeur ou le trochitaire et le tubercule mineur ou le troquin. Alors, ces deux tubérosités sont séparées par une gouttière. Et dans cette gouttière passe le tendon de la longue portion du biceps. Les deux tubérosités, trochitaire et troquin, représentent le lieu d'insertion des muscles, des tendons des muscles de la coiffe des rotateurs. Ensuite, on a le col chirurgical, donc qui fait suite au col anatomique aux tubérosités, le col chirurgical, qui va séparer anatomiquement la tête et le col anatomique du reste de la diaphyse humérale et de la partie supérieure de la diaphyse humérale.
Alors, pour ce qui est de la vascularisation, elle est assurée essentiellement par les deux artères circonflexes antérieure et artère circonflexe postérieure, et accessoirement par l'artère de la coiffe des rotateurs. Cette vascularisation, elle est de type terminal et les vaisseaux pénètrent par le col anatomique. Ça, c'est une notion très importante à considérer. Lorsqu'on dit que la vascularisation est de type terminal, ça veut dire que les vaisseaux se terminent au niveau de l'extrémité supérieure de l'humérus et plus précisément au niveau du col anatomique. Et donc, il n'y a pas de vascularisation de suppléance. Donc, les vaisseaux vont pénétrer au niveau du col anatomique et ces vaisseaux vont s'arrêter là. Donc, il n'y aura pas de vascularisation de suppléance. Ceci est important à considérer lors des fractures du col anatomique, hein, comme la vascularisation s'arrête à ce niveau-là. Donc, toutes les fractures du col anatomique exposent un risque élevé de nécrose de la tête humérale par lésion des principaux vaisseaux de la tête humérale. Donc, toujours avoir à l'esprit que les fractures du col anatomique exposent au risque de nécrose de la tête humérale. Alors, on voit ici également sur ce schéma la vascularisation qui pénètre au niveau du col anatomique. Sur le schéma de droite, c'est une image d'artériographie, donc on voit bien la vascularisation qui passe au niveau du col anatomique, qui s'arrête là. Donc, il n'y a pas de suppléance au niveau de la tête humérale. Un autre schéma également qui montre la vascularisation qui passe par le col anatomique, et également la même chose sur le schéma de droite. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la vascularisation au niveau de la tête humérale, elle est de type terminal. Les vaisseaux pénètrent au niveau du col anatomique, il n'y a pas de suppléance vasculaire. Donc, toute fracture du col anatomique expose un risque élevé de nécrose ischémique de la tête humérale par atteinte des principaux vaisseaux. On passe maintenant au mécanisme. Alors, souvent, dans pratiquement tous les cours de traumatologie, on parle souvent de mécanisme soit direct ou indirect. Lorsqu'on dit mécanisme direct, ça veut dire qu'il y a un traumatisme direct sur la région concernée. Là, il s'agit de l'extrémité supérieure de l'humérus. Donc, les traumatismes directs, c'est toute chute avec réception directe sur l'épaule ou sur la partie supérieure du bras. Ensuite, le mécanisme indirect, qui est le plus fréquent, le mécanisme indirect, il s'agit d'une chute avec réception sur la main, sur le coude. Lorsqu'on fait une chute, on a tous le réflexe de poser la main d'abord. Donc, souvent, il y a la réception se fait sur la main ou sur le coude, et l'énergie transmise lors de ce traumatisme va aboutir à une fracture au niveau de l'humérus proximal. Alors, sur le plan anapathe, il y a plusieurs classifications qui ont été décrites. Nous allons décrire les deux principales classifications. Tout d'abord, la classification de Mir. C'est une classification qui est assez simple, hein, qui repose sur le nombre de fragments occasionnés par la fracture. Hein. On distingue les fractures à 2 fragments, les fractures à 3 fragments et les fractures à 4 fragments. Les fractures à 2 fragments. Donc, lorsqu'on dit fracture avec 2 fragments osseux, ça veut dire qu'il s'agit d'une fracture simple. Donc, il y a un seul trait de fracture qui va séparer 2 fragments osseux. Il peut s'agir du col anatomique, du col chirurgical, du trochiter ou bien du trocar. La fracture a 3 fragments. Ça veut dire que la fracture n'est pas simple. Donc, la fracture elle est complexe. Donc, il y a au moins 2 traits qui vont séparer 3 fragments osseux. Et les fractures à 4 fragments, c'est les fractures complexes cognitives c'est des fractures qui vont séparer 4 fragments. On va voir sur ces images pour mieux comprendre. Si on prend par exemple cette image-là, on a un trait de fracture au niveau du col anatomique. Donc, on a un trait de fracture qui est simple. Et donc, ce trait de fracture va séparer 2 fragments. Le premier fragment, c'est la tête humérale. Le deuxième fragment, alors c'est la diaphyse, la partie supérieure de la diaphyse, avec les tubérosités, le col chirurgical et le reste de la diaphyse qui sont intacts. Donc, tout ça représente un seul fragment. La tête humérale représente un seul fragment. Donc, c'est une fracture simple à 2 fragments. La même chose, l'image en dessous. On a un seul trait de fracture au niveau du col chirurgical. Donc, ce trait de fracture va séparer 2 fragments. D'un côté, en bas, on a la diaphyse humérale, et la partie supérieure, c'est les tubérosités plus la tête qui sont en continuité. Donc, c'est une fracture simple séparant 2 fragments. On prend par exemple cet exemple-là. Cet exemple-là, on a une fracture à 3 fragments. Donc, on a 2 traits. Donc, on a un premier trait au niveau du col chirurgical et un deuxième trait au niveau du tubercule majeur ou le trochiter. Donc,
On définit cette fracture par une fracture avec deux traits de fracture séparant trois fragments. Les trois fragments sont la tête humérale et le col anatomique, le trochiter et le reste de la diaphyse humérale. D'accord. Alors, les fractures à quatre fragments. On a cet exemple. On a trois traits qui séparent quatre fragments. On a un trait au niveau de la partie, au niveau du col chirurgical, un autre trait au niveau du trochiter, un autre trait au niveau du tubercule mineur ou le trocar. Donc, lorsqu'on compte les fragments, on a une fracture à quatre fragments. La tête humérale, les deux tubercules qui sont séparés, donc le tubercule majeur et le tubercule mineur, et le reste de la diaphyse humérale. Donc, cette fracture représente une fracture à quatre fragments. Donc, c'est une classification qui est assez simple et qui est basée sur le nombre de fragments occasionnés par la fracture. Il faut savoir que tous les types cités à fracture à deux fragments, trois fragments, quatre fragments peuvent s'accompagner d'une luxation de l'épaule. Toutes les fractures peuvent s'accompagner d'une luxation. Ici, on voit un exemple, une fracture à deux fragments avec une épaule qui est luxée en avant. Ici, une fracture à trois fragments avec une épaule luxée, une fracture à quatre fragments avec une épaule luxée. Donc, tous les types peuvent s'accompagner d'une luxation de l'épaule. Alors, la deuxième classification à retenir, c'est la classification de Duparc. Dans la classification de Duparc, on distingue les fractures tuberculaires, donc par définition, fracture tuberculaire, donc c'est une fracture qui va séparer l'un des deux tubercules. Donc, on peut avoir une fracture du trochiter, ou bien une fracture du troquin, ou bien les deux. Ensuite, on a une fracture sous-tuberculaire. Donc, la fracture sous-tuberculaire, le trait de fracture va siéger sous les tubercules et donc il va siéger au niveau du col chirurgical. Ensuite, on a les fractures céphaliques. Donc, fracture céphalique, c'est fracture de la tête ou du col anatomique. Donc, c'est la partie, au niveau de la partie articulaire. Donc, c'est une fracture qui est entièrement intra-articulaire. Et la tête humérale, elle peut rester en place ou bien être déplacée, complètement libre et nucléée. Ensuite, alors, on a les fractures céphalo-tuberculaires. Donc, c'est des fractures qui vont intéresser à la fois le col anatomique et les tubercules, l'un ou les deux tubercules en même temps. On distingue les fractures céphalo-tuberculaires de type 1 dans le déplacement est minime. Le type 2, donc le déplacement est important, mais la tête reste en continuité sur la diaphyse. Le type 3, donc là, la tête humérale, elle est très déplacée et libre, mais elle reste en regard de la cavité glénoïde, donc il n'y a pas de luxation. Et enfin, le type 4, il s'agit d'une fracture luxation. Alors, je vais vous montrer les images de la classification pour mieux comprendre. Donc, d'abord, on a les fractures tuberculaires. Donc, on a un trait de fracture qui va séparer l'un des deux tubercules. Ici, on a le tubercule majeur ou le trochiter, et on peut avoir une lésion du tubercule mineur. Le deuxième type, c'est une fracture sous-tuberculaire. Donc, le trait de fracture siège au niveau du col chirurgical sous les deux tubercules. La troisième fracture, c'est une fracture céphalique, donc au niveau de la tête humérale ou au niveau un peu plus bas, au niveau du col anatomique dans ces fractures articulaires. Et les quatre autres images, c'est les fractures céphalotubérositaires. Donc, il y a un trait principal au niveau du col anatomique, plus un trait séparant les tubercules. Ici, c'est une fracture qui n'est pas déplacée. Ici, il y a un déplacement, mais la tête reste en contact avec la diaphyse. Ici, on a un déplacement, la tête est complètement libre, mais elle reste en regard de la cavité glénoïde. La dernière image, c'est une fracture où la tête est libre. En plus, il y a une luxation de cette tête. Il faut vraiment bien faire le distinguo entre les deux derniers types. C'est les fractures céphalotubérositaires. Donc, dans les deux cas, on a une tête qui est complètement libre et déplacée, mais dans ce type-là, le type 3, la tête reste en regard de la cavité glénoïde de l'omoplate. Par contre, dans le type 4, la tête est complètement luxée. Donc, c'est une fracture, une luxation de l'extrémité supérieure de l'humérus. Voilà les deux principales classifications à retenir. Alors, il reste d'autres fractures, mais ces deux sont les plus importants. Maintenant, on passe au diagnostic positif. Alors, le diagnostic positif va reposer sur l'examen clinique et le bilan radiologique. Donc, l'examen clinique, alors le plus souvent, le tableau typique. Le tableau typique, le plus souvent, on a affaire à un sujet âgé de sexe féminin de plus de 60 ans dans la majorité des cas. Alors, souvent, c'est un traumatisme indirect. L'interrogatoire précisera l'âge, les circonstances de l'accident, le mécanisme de l'accident, les antécédents du patient,
faut bien sûr bien préciser les antécédents, surtout les antécédents si le patient est cardiopathe, si le patient prend des antivitamines K pour ce qui pourrait éventuellement retarder une éventuelle chirurgie. Alors, l'heure du dernier repas est bien sûr importante à considérer, surtout par rapport à l'anesthésie dans l'éventualité d'une intervention dans le cadre de l'urgence. Et pour tous les membres, pour tous les traumatismes du membre supérieur, toujours préciser la notion de membre dominant et la profession. Est-ce qu'il s'agit du membre dominant ou non? Est-ce que le patient exerce une profession manuelle ou non? Alors ensuite, l'examen physique. Alors à l'inspection, souvent le patient se présente avec une attitude de Dessau. Alors l'attitude de Dessau, Dessau c'est un nom propre. Hein. L'attitude de Dessau, c'est l'attitude du traumatisé du membre supérieur. C'est un patient qui se présente avec le membre sain, membre supérieur sain, qui soutient le membre supérieur malade. Hein. Donc c'est une attitude antalgique. Donc le membre traumatisé il est soutenu comme ça. Il est soutenu par le membre sain. Alors, l'épaule est généralement œdémaciée, plus ou moins tuméfiée, sans déformation visible caractéristique pendant les luxations. L'impotence fonctionnelle est variable, souvent c'est une impotence fonctionnelle totale. Alors, on n'a pas le signe de l'épaulette. Le signe de l'épaulette, on le voit dans les luxations de l'épaule, dans les luxations antérieures de l'épaule. Du fait du vide sous-acromial en raison de la luxation de l'épaule, on perçoit une sorte de petite épaule. Hein. On l'appelle épaulette parce qu'elle ressemble à une petite épaule. Dans ce cas, on n'a pas de signe de l'épaulette, ce qui nous permet éventuellement d'éliminer une luxation. Alors, il y a un signe qui n'est pas constant, mais qui est assez caractéristique, hein, surtout dans les fractures qui sont vues tardivement, après quelques jours du traumatisme. Alors, souvent, ces fractures entraînent une large ecchymose brachio-axillaire, hein, brachio-axillaire qu'on appelle le signe de l'ecchymose de Hankin. On le voit sur cette image. Et donc, c'est une ecchymose qui est diffuse au niveau de la région axillaire et elle diffuse aussi au niveau du bras. Et souvent, on voit ça dans les fractures qui sont vues tardivement. Alors, la palpation. La palpation, on va retrouver une vive douleur localisée à la face externe de l'épaule. Alors ici, là aussi, un signe négatif hein, qu'on retrouve au niveau de la luxation de l'épaule, c'est l'abduction irréductible. Dans la luxation de l'épaule, souvent, le bras et le membre est en abduction irréductible. C'est un signe assez évocateur en faveur d'une luxation de l'épaule. Dans ce cas-là, on arrive à faire de l'abduction et l'abduction par une mobilisation douce qui permet donc d'éliminer la luxation de l'épaule. Bien sûr, alors si on peut avoir une luxation associée à la fracture, et si on a une luxation associée, souvent on a une saillie qui est antérieure de l'épaule. Hein. On a un élargissement du moignon antéro-postérieur de l'épaule. À la fin de l'examen, bien sûr, il faut toujours rechercher d'éventuelles complications vasculo-nerveuses. Alors, les lésions nerveuses, c'est surtout rechercher dans le territoire du nerf circonflexe qui peut être lésé lors du traumatisme. Alors, le nerf circonflexe, c'est un nerf mixte sensitivo-moteur qui est responsable de la sensibilité du moignon de l'épaule et de la mobilité essentiellement du deltoïde dans l'axion majeur et l'abduction du bras. Les lésions vasculaires sont très rares, mais elles ont été décrites, hein, surtout dans les fractures avec déplacement important à l'interne. On peut avoir des lésions des vaisseaux axillaires en dedans. Donc, toujours terminer l'examen par la palpation des différents pouls du membre supérieur. Alors, à la fin de l'examen, le membre est immobilisé. On doit immobiliser le membre blessé dans une ATL radiotransparente et on doit accompagner notre patient à la radiologie. Alors, le bilan radiologique, on commence toujours par des radiographies simples et standards. Donc, c'est une radiographie standard de l'épaule, de face et de profil. Alors, la TDM peut être demandée, elle est recommandée dans les fractures céphalotubérositaires complexes. Et donc, ce bilan radiologique radiostandard plus ou moins TDM permettent de faire un diagnostic lésionnel précis, de préciser le et les différents traits de fracture, le déplacement de la fracture et aussi rechercher des lésions associées comme les luxations. Alors, voici quelques exemples de fractures de l'humérus proximal. Ici, on a une fracture on a une fracture du col chirurgical, on a un trait de fracture au niveau du col chirurgical.
associé à un trait de fracture au niveau du tubercule majeur ou trochiter, donc réalisant une fracture à 3 fragments de nerf. Sur l'image en haut à droite, c'est une fracture simple avec un trait simple détachant le trochiter, donc c'est une fracture à 2 fragments de nerf. Donc d'un côté on a le tubercule majeur, le trochiter, et de l'autre côté la tête et le reste de la diaphyse. En bas, on a une fracture du col chirurgical, donc on a un trait de fracture qui sépare le col chirurgical du reste de la tête, donc c'est une fracture à 2 fragments, mais qui est déplacée. On voit qu'il y a une translation interne de la diaphyse générale, donc c'est une fracture qui est déplacée. Et sur l'image en bas à droite, on a une fracture déplacée au niveau du col anatomique. Donc on a une fracture avec déplacement important de la tête. Alors maintenant, nous allons aborder le chapitre traitement. Nous allons voir quels sont les différents moyens thérapeutiques dont on dispose et également les indications par rapport au type de fracture. Donc les buts de notre traitement, c'est de restaurer l'anatomie normale de l'épaule, obtenir la consolidation de la fracture, rétablir la fonction de l'épaule, essentiellement la stabilité, la mobilité et bien sûr l'indolence, et bien sûr d'éviter les complications. Alors, pour ce qui est des moyens thérapeutiques, alors on dispose, pour les moyens thérapeutiques, on dispose du traitement orthopédique et du traitement chirurgical. Dans le traitement chirurgical, il y a 2 grands chapitres. Alors, traitement conservateur, c'est l'ostéosynthèse. Conservateur, ça veut dire qu'on garde la tête, on préserve la tête humaine. L'ostéosynthèse qui peut être à foyer fermé ou à foyer ouvert, nous allons détailler un petit peu cela. Et le traitement radical. Le traitement radical, ça veut dire qu'on enlève la tête et on la remplace par une prothèse. Donc, le traitement orthopédique. Alors, le traitement orthopédique, il s'adresse alors soit aux fractures qui sont non déplacées, engrainées. Alors, les fractures non déplacées, engrainées, c'est des fractures stables. C'est des fractures stables. Et souvent, une simple immobilisation suffit. On peut faire appel à différents procédés d'immobilisation, appel un dujario élastique, un maillot clinique ou bien une simple écharpe. On peut également proposer le traitement orthopédique aux fractures simples qui ne sont pas les fractures déplacées, désengrainées, mais qui sont assez simples. Donc, ces fractures déplacées, on doit les réduire. Donc, on doit procéder à une réduction par manœuvre externe et qui sera suivie par une immobilisation. Alors, cette réduction, idéalement, elle doit se faire sous anesthésie générale et elle va comporter différentes manœuvres en fonction du déplacement de la fracture. Alors, généralement, on associe bien sûr toujours une petite traction longitudinale dans l'axe, ensuite une mise en abduction et en rotation neutre du bras. Et ensuite, on fait souvent, alors comme souvent on a une translation interne de la diaphyse, on fait une translation externe. Donc, on pousse sur la diaphyse humérale vers l'extérieur. Et en même temps, on essaie de pousser sur la tête et le fragment épiphysaire en dedans. Donc, on pousse la diaphyse vers l'extérieur et on pousse sur la tête en dedans. Ensuite, on relâche la traction et on met une légère abduction et on immobilise. Bien sûr, lorsqu'on fait une réduction, il faut contrôler ça par une radiographie pour être sûr qu'on a obtenu une bonne réduction. Une fois la réduction obtenue, la contention fait appel à une immobilisation par différents procédés, soit maillot clinique, soit un dujario élastique, soit parfois chez les sujets très âgés, une simple écharpe suffit. La durée d'immobilisation, elle est de 3 semaines. Et cette période d'immobilisation sera suivie par une période de rééducation fonctionnelle. Alors voilà, on peut faire appel à différents procédés d'immobilisation. Ici, on a le maillot clinique. Ici, on a le dujario élastique qui entoure tout le tronc. Et ici, c'est différentes écharpes. Et parfois, on peut se contenter même d'une simple écharpe. Maintenant, le traitement chirurgical. Alors, on a 2 volets. Le traitement chirurgical, on a le traitement conservateur où on garde la tête humérale et donc on procède à une ostéosynthèse interne. Et le traitement radical où on sacrifie la tête, on enlève la tête et on la remplace par une prothèse. Tout d'abord, le traitement conservateur. Là, on garde la tête. Donc, on fait une ostéosynthèse. Là aussi, il y a 2 chapitres, à foyer fermé ou bien à foyer ouvert. Alors, lorsqu'on dit à foyer fermé, ça veut dire qu'on n'ouvre pas au niveau du foyer. On ne touche pas au niveau du foyer. Donc, l'abord chirurgical, il se fera à distance du foyer. Par contre, un foyer ouvert, donc l'abord chirurgical se fera au niveau du foyer. Donc, un foyer fermé, on ne touchera pas au foyer, l'abord sera loin, mais il faudra des contrôles radiologiques
continue pendant l'intervention. C'est le seul garant d'avoir une bonne réduction et être sûr de bien placer notre matériel d'ostéosynthèse. Donc souvent, la réduction, elle fait appel à des manœuvres externes et la fixation, elle fait appel soit à des broches ou bien à un clou. Donc soit un embrochage, soit un enclouage centro-médulaire. Alors l'embrochage, alors souvent, on préfère l'embrochage ascendant. Hein, donc c'est des broches qu'on envoie de la partie distale vers la partie proximale, vers la tête. Et ces broches doivent arriver au niveau de la tête pour donner une meilleure fixation. Alors, parfois, on peut faire un embrochage direct. On envoie des broches directement au niveau de la tête, mais toujours en privilégié, on préfère l'embrochage ascendant. Alors, voici deux types d'embrochage. Alors, ils portent des noms propres à l'embrochage de Kaplan-G, l'embrochage tactile. Pour l'embrochage, la différence, c'est le siège d'entrée des broches et la bord. Par exemple, dans l'embrochage de Kaplan-G, regardez, le point d'entrée est au niveau pratiquement du V rétroïdien, au niveau de la partie moyenne de la diaphyse. Et regardez ici, on a le trait de fracture, donc la bord chirurgicale est à distance du foyer. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un foyer fermé. Donc, on va ouvrir à ce niveau-là, introduire nos broches et envoyer les broches au niveau de la tête humérale, tout en les contrôlant par des radios continues pendant l'intervention pour être sûr que les broches sont bien en place. Alors, idéalement, les broches doivent être divergentes pour donner une meilleure stabilité. On voit ici sur la radio un embrochage type Kaplan-G. Les broches sont envoyées au niveau du V rétroïdien et qui arrivent au niveau de la tête. L'embrochage, le deuxième type, c'est l'embrochage type actal. Là, c'est vraiment le même principe. La seule différence, c'est que l'abord, il est au niveau de la partie inférieure de la diaphyse humérale, pratiquement à quelques centimètres de l'interligne du coude. Et donc, on aborde ici, on prépare et on envoie des broches. Le même principe dans la tête, mais dans l'actal, les broches doivent être plus longues pour qu'elles arrivent au niveau de la tête. Là, on voit le flux avec 4 broches qui sont divergentes. Donc, ces deux types d'embrochage ont le même principe. C'est un embrochage à foyer fermé. Je répète encore une fois, à foyer fermé, ça veut dire qu'on agit à distance du foyer. Le foyer, il est là. On agit à distance du foyer. Bien sûr, l'un des avantages principaux de la chirurgie à foyer fermé, c'est de préserver l'hématome fracturaire, qui est un facteur très important dans la consolidation osseuse. Alors, il faut savoir que ce type de traitement chirurgical à l'embrochage, on doit associer une immobilisation. On doit associer une immobilisation par une écharpe ou un maillot clinique. Les broches doivent être enlevées après 45 jours de chirurgie, parce qu'il y a toujours un risque de migration des broches. Donc, généralement, on les enlève après consolidation à partir de J45. Et il faut faire très attention lors de l'abord chirurgical en air radial. Parce que lorsqu'on fait un embrochage, souvent on fait un petit abord de 1,5 à 2 cm. Il faut faire très très attention. Parfois, on peut léser le nerf radial lors de l'abord ou lors de la mise en place des broches. Toujours dans le traitement conservateur à foyer fermé, maintenant, deuxième type, c'est l'enclouage. Alors, on a vu que pour les broches, souvent, on les introduit par la partie distale et on les envoie vers la tête. L'enclouage, c'est l'inverse. Donc, on envoie le clou à partir de la partie supérieure de la tête humérale, toujours sans aborder le foyer de fracture. Alors, on voit sur cette image, le clou, on l'introduit au niveau du sommet de la tête humérale. On fait un petit abord de 2 cm. On envoie le clou, là, c'est l'ancillaire spécifique. Donc, on envoie un clou centromédulaire au niveau du canal médulaire de l'os, bien sûr sous contrôle radiologique. Et suite à cet appareil spécifique, cet ancillaire spécifique qui permet, c'est un viseur, donc qui permet d'envoyer des vis au niveau des trous et qui permet de verrouiller le clou. Donc, c'est un clou qui est verrouillé, mais à foyer fermé, on ne touche pas au foyer. Et regardez le résultat, le patient sort avec une petite incision de 2 cm ici, une petite incision de 1 cm pour envoyer des vis, et une autre incision plus distale pour envoyer la vis distale. Sur le plan esthétique, c'est quelque chose de très séduisant. Et puis, bien sûr, le fait de ne pas avoir une grosse cicatrice, ça facilite la récupération, ça diminue l'hospitalisation, et ça diminue automatiquement le risque d'infection et de complications. Voilà, donc un patient
je vais vous montrer une image sur la radio. Voilà, une fracture du col chirurgical traitée par un enclouage centromédulaire verrouillé. Donc, le patient, il a ce clou-là, mais au final, il sort juste avec 3 petites incisions. Voilà, ça c'est pour le traitement à foyer fermé. Maintenant, oui, je vous ai parlé des avantages du traitement à foyer fermé, c'est qu'on ne touche pas à l'élémentaire fracturaire, la cicatrice elle est minime, la récupération elle est plus rapide, la diminution, le risque d'infection est diminué. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on n'est pas sûr c'est souvent difficile d'avoir une réduction anatomique à 100%. Maintenant, le deuxième volet, on a vu le traitement chirurgical. On est toujours dans le traitement chirurgical conservateur à foyer fermé. Traitement chirurgical conservateur. Donc, on a vu le traitement à foyer fermé. Maintenant, à foyer ouvert. À foyer ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aborder au niveau du foyer de fracture. L'avantage, c'est que ça nous permet d'avoir une réduction anatomique de visu. Donc, on va ouvrir et contrôler notre réduction avec nos propres yeux de visu. On n'a pas besoin de radiographie pendant l'intervention pour se dire est-ce que la fracture est bien réduite ou non. Là, on a notre réduction, on la contrôle de visu et on la voit. Et ce traitement chirurgical à foyer ouvert, c'est surtout indiqué dans les fractures assez complexes. Dans les fractures complexes ou les fractures déplacées, souvent, il y a des cas où on n'arrive pas à faire la réduction par manœuvre externe, et donc il vaut mieux opter pour un traitement chirurgical à foyer ouvert qui permettra une réduction anatomique. Et puis, il y a différentes méthodes de synthèse. Souvent, c'est des plaques tissées, parfois c'est des vis, parfois même des broches. Alors, voilà 2 exemples. Là, en haut, regardez, on a une fracture du tubercule majeur, une fracture du trochiter, mais qui est déplacée. Le fragment là, il est déplacé, impossible de le réduire par manœuvre externe. Donc, on fait un traitement chirurgical à foyer ouvert et on le stabilise par une vis. Sur l'image en bas, on a une fracture complexe, une fracture céphalotubérositaire complexe, donc traitée à bord un foyer ouvert, réduction anatomique et stabilisation par une plaque vis. Voilà, maintenant, on passe au traitement radical. Avant de passer au traitement radical, juste, je répète une dernière fois, donc le traitement chirurgical, il comporte le traitement conservateur et le traitement radical. Le traitement conservateur, on conserve la tête humérale, donc on procède à une osteosynthèse. On peut la faire soit à foyer fermé, donc on ne touche pas au foyer, et donc on réduit par manœuvre externe sous contrôle radiologique et on stabilise soit par des broches, soit par un enclouage centromédulaire. Ou bien on peut faire ça à un traitement à foyer ouvert. Donc à foyer ouvert, on aborde au niveau du foyer, on procède à une réduction anatomique et une stabilisation de la fracture. Maintenant, le traitement radical, c'est on enlève la tête, on la remplace par une prothèse totale de l'épaule. Alors souvent, c'est indiqué, l'indication elle est rare, mais elle est indiquée chez le sujet âgé, dans les fractures très complexes ou convolutives, très déplacées, surtout s'il s'agit de fractures au niveau de la tête ou au niveau du col anatomique. C'est le même principe que les fractures du col du fémur. Lorsqu'on a un sujet âgé avec une fracture convolutive très déplacée, on peut être sûr à 99% que la vascularisation est lésée et que si on conserve la tête, ceci aboutira forcément à une nécrose de la tête humérale. Donc, dans ce cas, on préfère d'emblée proposer une prothèse totale de l'épaule. Donc, on enlève la tête humérale et on la remplace par une prothèse, une partie au niveau de la glène humérale et l'autre partie, elle sera au niveau de la diaphyse. Donc, le traitement radical remplacement prothétique est proposé chez les sujets âgés avec fracture très communicative, très déplacée, avec nécrose certaine de la tête humaine. Voilà pour le traitement. Donc, le chapitre traitement, il comporte essentiellement le traitement orthopédique et le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, il comporte le traitement conservateur avec conservation de la tête et osteosynthèse, qui peut être fait à foyer fermé ou à foyer ouvert, et le traitement radical, qui est le remplacement prothétique. Maintenant, les complications. Les complications. Bien sûr, une fracture bien traitée, elle évolue généralement favorablement avec consolidation en 3 à 4 semaines, qui sera suivie par de la rééducation fonctionnelle.
Alors, les complications, alors l'ouverture du foyer, elle est rare, hein. On a rarement des fractures ouvertes de l'extrémité supérieure de l'humérus du fait des muscles qui entourent cette partie, essentiellement le deltoïde. On peut avoir des lésions des vaisseaux axillaires en interne lors des fractures très déplacées en interne. Heureusement que c'est rare. La nécrose de la tête humérale, elle n'est pas fréquente, mais elle est à considérer, elle est à connaître, surtout lors des fractures du col à la tête. Les pseudarthroses sont rares. Alors, la pseudarthrose, par définition, c'est l'absence de consolidation d'une fracture osseuse au-delà des délais normaux de consolidation. Donc, les pseudarthroses sont rares, mais elles existent. L'arthrose homo-humérale ou arthrose de l'épaule ou encore appelée homarthrose, c'est une des complications des fractures, surtout les fractures articulaires. Les fractures articulaires, elles vont évoluer presque de façon certaine vers une arthrose de l'épaule ou homarthrose. La raideur aussi, c'est une complication qui peut se voir dans toutes les lésions articulaires, hein, en rapport avec l'articulation. Et là, le rôle de bien traiter, de bien réduire notre fracture et aussi le travail de la rééducation. La rééducation doit être commencer rapidement et bien menée. Les calvicieux, alors calvicieux par définition, la consolidation est obtenue et un calosseux mais qui ne serait pas en bonne position. Alors, les calosseux peuvent être très gênants, surtout au niveau des tubercules, hein, le trochiter et le troquin, parce qu'ils représentent le siège de l'insertion de la coiffe des rotateurs, donc ils peuvent être très gênants et entraîner un conflit au niveau avec la coiffe des rotateurs. Ils sont peu gênants au niveau du col chirurgical. Donc, en conclusion, les fractures de l'humérus proximal sont fréquentes. Elles surviennent surtout chez le sujet âgé de sexe féminin. Ensuite, parfois des traumatismes minimes, surtout chez le sujet âgé. Alors, le traitement est souvent orthopédique chez le sujet âgé. Parfois, il est chirurgical, essentiellement chez les sujets jeunes ou les fractures complexes. Les prothèses gardent leur indication chez les fractures, pour les fractures très, très complexes, très déplacées et surtout à fort potentiel nécrotique chez le sujet âgé. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir, je vous prendrai avec grand plaisir. À la fin, je tiens à remercier, à dire bravo à la jeune et dynamique équipe de Médecins Al-Jazair pour tous les efforts fournis, surtout en cette période difficile pour tous de pandémie mondiale. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.